du statut particulier de la Corse et de l'Assemblée de Corse. Plusieurs manifestations ont été mises en place, d'autres viendront encore d'ici la fin du mois, concernant cette commémoration, cette célébration, du point de vue duquel on se place, bien sûr. Nous avons une exposition également, au-delà du cycle de conférences, une exposition qui est actuellement dans les locaux de la collectivité, au Grand Palace, au Grand Val, que vous pouvez admirer, auquel d'ailleurs ont fortement contribué nos deux secrétaires généraux, et je les en remercie à nouveau. Nous avons accueilli au cours de ces différentes conférences, donc les 8 précédentes, des différents spécialistes, qu'il s'agisse de juristes, d'hommes politiques, qui ont participé d'ailleurs à la mise en œuvre de la première assemblée et même, concernant le Militadet, à la rédaction du premier statut. Un sociologue, des sociologues d'ailleurs, qui ont analysé le corps politique de l'époque et son évolution au cours du temps. Et puis ce soir, nous avons 3 éminents spécialistes, mais aussi acteurs eux-mêmes de notre collectivité, on peut le dire ainsi, avec nos 2 secrétaires généraux et également Louis Orsini, qui connaît particulièrement bien notre institution. Chacune des interventions durera une vingtaine de minutes. Elles sont très complémentaires les unes des autres. Nous aurons dans un premier temps, je pense qu'on vous dit si vous souhaitez garder cet ordre-là, dans un premier temps, c'est Norbert Pancrase qui interviendra sur les 30 années d'action du Conseil exécutif au service de la Corse et de son peuple. Je me permets de rappeler que si nous célébrons les 40 ans de l'Assemblée, nous célébrons également les 30 ans du Conseil exécutif, puisque lorsqu'il y a eu le premier statut particulier, il n'y avait pas de Conseil exécutif, il n'y avait qu'une Assemblée. Donc il faudra attendre 1992, 10 ans après, pour avoir de nouvelles réformes, la mise en œuvre, la mise en place d'un Conseil exécutif de Corse. Et c'est évidemment Norbert Pancrase qui interviendra sur ce sujet avec un premier mémoire au bout de 30 années de Conseil exécutif. La deuxième intervention sera celle de Serge Tonne, qui lui, et personne n'est mieux placé que lui pour nous présenter cela, nous parlera du fonctionnement de l'Assemblée de Corse et de ses évolutions. Et puis enfin, Louis Orsini, spécialiste des finances publiques, nous exposera ses vues sur les moyens financiers dont dispose la collectivité et l'évolution évidemment de ces moyens financiers au cours du temps. Voilà, je ne serai pas plus longue. C'est très gentil d'avoir prévu un fauteuil pour ma personne, mais je vais me mettre dans l'assistance pour mieux observer la Excusez-moi, le micro sont déconnectés. Voilà, merci beaucoup messieurs de votre présence et merci à tous et très bonne conférence. Signora Presidente, Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse, Madame la Conseillère exécutive, chère Bianca Fadi, Mesdames et Messieurs les élus et agents territoriaux, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je souhaiterais exprimer le plaisir de partager ce moment en compagnie de Serge, Tom et Louis Orsini, en ce haut lieu de culture que représente le musée Fesch, Palais des Beaux-Arts. J'axerai mon propos relatif au Conseil exécutif de Corse autour de 3 temps, 3 questionnements en guise d'invitation à poursuivre la réflexion. Tout d'abord, en quoi cette entité, le Conseil exécutif, est-elle spécifique? Ensuite, quels éléments de bilan de l'action du Conseil
peut-on dresser au fil des mandatures successives? Et enfin, quelles pistes d'évolution pourrait-on entrevoir pour cette instance au vu de ce bilan et dans le contexte des perspectives institutionnelles qui s'offrent à l'île? Je précise d'emblée, si besoin était, que mon intervention se veut dénuée de toute approche partisane et sera simplement marquée par le souci d'apporter un témoignage d'un praticien territorial qui a eu l'honneur de servir cette institution depuis une quarantaine d'années. Du fait que nous soyons 3 intervenants, j'ai ajusté le texte de mon intervention en conséquence et tiendrai à disposition des organisateurs la version écrite intégrale. Donc, dans un premier temps, nous verrons en quoi cette entité conseil exécutif est véritablement spécifique et quels sont les facteurs de ressemblance et de différenciation entre les différents conseils qui se sont succédés. La célébration des 30 ans du Conseil exécutif de Corse en cette année 2022 ne saurait faire oublier les prémices d'une organisation politique et institutionnelle dans l'île fondée sur le principe de séparation des pouvoirs. Celle-ci, vous le savez, a trouvé son fondement dans le fameux siècle des Lumières, grâce à ses penseurs émérites, Montesquieu bien sûr, mais surtout Jean-Jacques Rousseau, qui avait été missionné pour élaborer une constitution pour la Corse. La constitution proprement dite de Pasquale Bauli de novembre 1755 distinguait d'ailleurs une consulta, équivalent de l'Assemblée de Corse, aujourd'hui, du Conseil d'État de 9 membres, équivalent du Conseil exécutif d'aujourd'hui, comme l'a détaillé Madame Avansoletti dans son essai sur la Constitution de la Corse. Le sceau de Pasquale Bauli lui-même était estampillé « Governo di Corsica ». Il était apposé sur les actes relevant du pouvoir exécutif. Au fond, on pourrait presque estimer que le statut particulier instauré par la loi Joxe du 13 mai 1991 n'est que le lointain héritier de ces principes de séparation des pouvoirs. Dans sa missive aux élus de la Corse, en date du 23 mai 1990, le ministre de l'Intérieur de l'époque ne le justifiait-il pas ainsi? Je le cite. « Dans le cadre de nouvelles institutions, on pourrait envisager de donner à l'exécutif de la région davantage de compétences et donc de responsabilités en le dissociant clairement de la présidence de l'Assemblée. Les membres de l'exécutif, élus par l'Assemblée, seraient responsables des grands dossiers intéressant l'avenir de la région et, par exemple, présideraient de droit tel ou tel office dont le statut serait modifié en conséquence. Ainsi était mise sur les fonds baptismaux une instance disposant d'une sorte de personnalité propre, distincte de l'Assemblée de Corse, dont le professeur Faure avait relevé, d'ailleurs, professeur Bertrand Faure, la distinction. Vous savez que le professeur Bertrand Faure était un des conférenciers émérites des 40 ans. Des entités exécutives distinctes de l'organe délibérant existent bien sûr en Martinique et dans d'autres régions d'outre-mer. En Martinique, un conseil séparé de l'Assemblée a été instauré depuis décembre 2015. En Polynésie française, un gouvernement a été créé depuis le premier statut d'autonomie en 1984. Et en Nouvelle-Calédonie, un gouvernement a été instauré depuis la mise en œuvre des accords de Nouméa en 1988. Mais revenons précisément à la genèse du statut particulier de la collectivité territoriale de Corse, dite sui generis, c'est-à-dire d'un genre unique, et donc du Conseil exécutif. Au cours des débats parlementaires de 1990 et 1991, d'intéressants échanges ont eu lieu, révélant la crainte des députés et sénateurs continentaux et insulaires de l'époque d'une sortie de la Corse du cadre républicain. Le rapporteur du projet de loi, vous vous en souvenez très certainement, était M. José Rossi. Je cite Pierre-André Wiltzer, député UDF puis UMP. Après la reconnaissance du peuple corse, voici maintenant la mise en place d'un véritable exécutif collégial de type gouvernemental et d'un régime parlementaire. On franchit un pas de plus vers la mise en place des éléments constitutifs d'un État fédéré. Pouvons-nous ainsi mettre le doigt dans l'engrenage qui va donner, qu'on le veuille ou non, à cette institution nouvelle, la CTC, toutes les apparences d'un véritable État? L'institution de cet organe collectif de type gouvernemental constitue une proposition extrêmement dangereuse. Les conseillers exécutifs vont disposer d'un secteur de compétences et à travers les offices de moyens administratifs spécialisés. N'est-ce pas la définition même d'un gouvernement local?
n'empêche, cette instance inédite, qu'est le Conseil exécutif, va susciter dès sa création, en 1992, bien des convoitises dans l'île lors des rendez-vous électoraux, puisque l'on aura coutume dès lors de parler d'un troisième tour après les 2 tours de l'élection de l'Assemblée de Corse. D'un point de vue chronologique, en effet, on sera passé en l'espace de 10 années d'une élection à un tour, 1982, la première Assemblée de Corse, à 2 tours en 1986, puis en quelque sorte à 3 tours à partir de 1992. Cet organe aura vocation à s'appuyer sur une majorité la plus stable ou la plus large possible pour disposer d'une garantie permettant de faire adopter les rapports d'initiative de l'exécutif. Par conséquent, le plus souvent, il s'agira d'un conseil de coalition entre des partis plus ou moins proches, sauf lors de la présente mandature, puisque le parti majoritaire dispose de la majorité absolue des sièges. Au total, on soulignera tout de même que les 3 principales obédiences politiques, droite, gauche, nationaliste, se sont succédées et familiarisées avec le statut de la Corse, l'ont fait vivre et défendu, et l'ont fait évoluer tour à tour avec pragmatisme, et parfois même à rebours des programmes électoraux. Ainsi, grâce à la continuité de leur action, combinée avec celle de l'Assemblée et des conseils consultatifs, le statut est devenu en quelque sorte le bien commun des Corses, célébré en ce 40e anniversaire. J'en viens maintenant, si vous permettez, aux facteurs de ressemblance et de différenciation en 30 ans d'existence. Premier facteur de ressemblance, les règles du jeu, à savoir les missions propres définies par la loi. Le Conseil exécutif est bel et bien l'organe dirigeant de la collectivité aux côtés de l'Assemblée, laquelle constitue d'ailleurs le pouvoir originel, puisqu'elle élit le CE en son sein et partage le pouvoir de décision. Le Code général des collectivités territoriales dispose d'ailleurs que le Conseil exécutif dirige l'action de la collectivité de Corse, notamment dans les domaines du développement économique et social, de l'action éducative et culturelle et de l'aménagement du territoire. Il élabore, en concertation avec les collectivités locales de l'île, et met en œuvre le PADUC, le fameux plan d'aménagement et de développement durable du territoire. L'usage de l'adverbe « notamment » signifie que ces prérogatives ne se limitent pas à l'énoncé des compétences susmentionnées, mais concernent en réalité la direction au quotidien de l'ensemble des interventions de la collectivité. Il convient également de préciser que le Conseil, à l'approche de son 30e anniversaire, s'est doté d'un règlement intérieur, adopté le 8 février dernier, qui stipule dans son article 1er que le Conseil exécutif et l'Assemblée de Corse, Madame la Présidente, sont les garants des intérêts moraux et matériels du peuple corse, accentuant ainsi, à l'instar de l'organe délibérant, 2 mois plus tôt, lors du vote de son propre règlement, le caractère indéniablement politique des instances dirigeantes de la collectivité. Il convient de souligner par ailleurs le caractère collégial du Conseil exécutif. Le CDGCT dispose d'ailleurs à propos des actes du CE qu'il peut s'agir de délibération ou d'arrêtés délibérés en Conseil exécutif. Les conseillers se voient attribuer en début de mandature des délégations d'attribution par le président, ainsi que des présidences d'agences et d'offices, pas pour tout le monde. Actuellement, ces agences et offices sont au nombre de 8, contre 6 en 1992. Ces établissements, vous le savez, constituent des outils opérationnels de mise en œuvre de certaines politiques publiques de la collectivité, sont placés sous sa tutelle, qui est exercée au plan administratif et politique par le Conseil, voire l'Assemblée de Corse, en dernière instance. On relèvera une constante. Les présidents successifs du Conseil exécutif ont constamment rappelé aux conseillers, présidant une agence ou un office, que dans le cadre de leur situation de dédoublement fonctionnel, il leur revenait en toutes circonstances de privilégier les fonctions de conseiller exécutif par rapport à celles de président d'un EPIC, établissement public industriel et commercial. Dans ce contexte, on relèvera la prépondérance du président du Conseil exécutif. Depuis l'origine, il est en effet investi de prérogatives d'envergure qui ont suscité d'ailleurs des commentaires imagés. Ainsi, le regretté Paul Silvagne, journaliste et historien, qui couvrait à son époque toutes les sessions de l'Assemblée, a-t-il pu décrire le président comme l'homme politique corse disposant des pouvoirs les plus étendus depuis Pasquale Bauli. Dominique Bouquigne, ancien président de l'Assemblée de Corse, auquel je souhaite également rendre hommage, n'avait-il pas lui-même, à l'avènement de la collectivité unique, évoqué l'intronisation du futur roi de Corse, pour qualifier celui qui allait être propulsé à la tête du Conseil exécutif.
qu'on en juge. Le président représente la collectivité dans les actes de la vie civile et en justice. Il prépare et exécute les délibérations de l'Assemblée. Les rapports qu'il transmet d'ailleurs à l'organe délibérant sont tous intitulés « Rapport du président du Conseil exécutif de Corse ». Il fixe par ordre de priorité l'ordre du jour des réunions de l'organe délibérant. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes. Il est le chef des services de la collectivité. 4400 agents à ce jour sont placés sous son autorité hiérarchique. Il gère les personnels et peut donner délégation de signature aux responsables des services. Il gère le patrimoine de la collectivité, qui est immense, implanté dans plusieurs centaines de sites dans toute l'île, et exerce les pouvoirs de police afférents. Il préside de droit un ensemble colossal d'organismes, tels que la Chambre des territoires, le comité de massif, même s'il peut déléguer dans la pratique la présidence à un élu. Il peut prendre, par arrêté délibéré, toute mesure tendant à préciser les modalités d'application des délibérations de l'Assemblée de Corse, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des services, comme l'organigramme, ou modifiant ou rapportant un acte d'une agence ou d'un office. Ça, c'est, je dirais, un des facteurs communs à l'ensemble des mandatures, à l'ensemble des conseils qui se sont succédés depuis 30 ans. Deuxième facteur de ressemblance, la composition géographique et sociologique. Là, ça va aller plus vite, tout simplement parce qu'il convient de constater qu'au plan de l'origine géographique, que les 4 présidents du Conseil exécutif qui se sont succédés sont tous originaires du Cismont. Notons que, parallèlement, les présidents successifs de l'Assemblée, jusqu'à l'avènement des nationalistes aux responsabilités, étaient tous originaires du Piemonte. En termes d'origine géographique, on relèvera sobrement que la composition des conseils exécutifs successifs a évolué depuis la première mandature dans un sens équilibré, tendant à refléter la diversité des territoires d'est en ouest et du nord au sud, même si, population oblige sans doute, les Cismontiques ont toujours été plus nombreux que les Piemontiques. Deuxièmement, au sein des conseils exécutifs successifs, on notera la place prépondérante des élus locaux, en particulier des maires. Ainsi, malgré une évolution des lois plus restrictives en termes de cumul de mandats et d'incompatibilité de fonctions, les conseils exécutifs ne sont donc pas des élus hors sol, mais plutôt bien au fait des réalités de terrain. Je ne fais aucune allusion à une proposition de loi en cours d'examen par l'Assemblée de Corse. Après les facteurs de ressemblance et les facteurs de différenciation, j'en distinguerai 3. La durée des mandatures, la parité et le portefeuille de compétences des présidents. La durée des mandatures, celle-ci a été variable entre 1 an, oui, en 1998, les élections ayant été annulées suite à des fraudes, et nous avions revoté à l'époque en 1999, 2 ans, 2016-2017, avant la collectivité unique, 6 ans, ce qui est la norme, et 6 ans et 9 mois, les plus longues en termes de cumul étant à ce jour celle de Jean Baggioni, 1 an, puis 5 ans, puis 6 ans, au cours de 3 mandatures successives, entre 1992 et 2004, soit 12 ans et 2 jours au total. Mais ce record, sauf événement particulier, sera supplanté par les 3 mandatures successives de Gilles Simeoni, soit 12 ans et 3 mois et demi, entre décembre 2015 et mars 2028. Pardonnez-moi. La durée d'une mandature est importante, eu égard à la capacité ou non de réaliser certains projets annoncés dans les programmes électoraux, en vue d'en soumettre le bilan le moment venu au jugement des électeurs. Le facteur temps est en effet un paramètre essentiel dans l'accomplissement du processus de décision et nous y reviendrons plus loin. La parité femmes-hommes n'a été effective, quant à elle, qu'à partir de 2010, sous la mandature Giacobbi, et en application de la réforme constitutionnelle de juillet 1999 et surtout de la loi du 31 janvier 2007 étendant aux exécutifs locaux le principe de l'égal accès aux fonctions électives. Les femmes élues ont ainsi pu apporter leur savoir-être et leur savoir-faire en s'attachant bien souvent à la concrétisation des choses et à ce que l'on pourrait appeler la culture du résultat. Le choix des présidents, enfin, de conserver ou non des prérogatives et des présidences d'agences et offices a été variable, en plus des compétences régaliennes que nous leur reconnaissons, ressources humaines, finances, administration générale. Le détail figurera dans la version écrite de cette intervention que j'ai prévu donc de laisser in fine. J'aborde la deuxième partie, plus particulièrement axée sur
le bilan, ou plutôt une esquisse de bilan, hein, compte tenu du temps résiduel qui reste, donc au fil des mandatures successives. Je distinguerai à ce titre, pour la clarté du propos, 5 types de chantiers conduits par les exécutifs successifs. Les documents de programmation, la mise à niveau des moyens humains et financiers pour la mise en œuvre des transferts de compétences, la territorialisation des politiques, les réalisations de terrain et la poursuite des réformes institutionnelles. Pour prendre un peu de recul, la question de la reconnaissance du rôle du Conseil par les citoyens et l'opinion publique sera abordée in fine. Mais d'abord, si vous le permettez, faisons un zoom panoramique et comparatif entre la première réunion du Conseil exécutif, telle que les archives permettent de la situer, en 1992, et l'avant-dernière réunion de cette même instance, le 6 décembre dernier. Je parle sous le contrôle pour la première réunion ou les premières réunions de la première secrétaire générale. Donc les premiers pas du Conseil exécutif en 1992. Élu le 2 avril 1992, le tout nouveau Conseil a dû se mettre très vite au travail sous la présidence de Jean Baggioni, à qui il incombait en quelque sorte d'essuyer les plâtres du nouveau statut. Entre avril et août, les premiers pas furent caractérisés par un traumatisme collectif, à savoir la catastrophe du stade de Fouriagne le 5 mai, mais aussi la prise en main des nouvelles compétences, des dossiers urgents, la constitution des équipes au plan politique, avec l'apprentissage d'une coopération institutionnelle entre l'organe délibérant, l'Assemblée de Corse, et l'organe consultatif réunifié, à savoir le Conseil économique, social et culturel. Au plan administratif, la recherche d'un nouveau directeur général des services et la constitution d'un premier organigramme, tout cela en ayant l'œil rivé sur la première épreuve du feu, à savoir l'ouverture officielle de la session ordinaire de l'Assemblée de Corse, début septembre. Rappelons en effet que le nouveau statut prévoyait, et cela est toujours le cas, 30 ans après, au moins en droit, la tenue de 2 sessions ordinaires, de 3 mois maximum chacune, démarrant l'une le 1er février et l'autre le 1er septembre. Le président du Conseil exécutif souhaitait faire de cette ouverture un moment solennel, agrémenté notamment par un discours que l'on pourrait qualifier de déclaration de politique générale, pour parodier un exercice célèbre des premiers ministres en début de législature. Quels étaient les premiers dossiers inscrits à l'ordre du jour du CE? Et donc, il a bien fallu puiser dans les archives. Je fais allusion à la séance du 25 août. Lors de cette première séance, le CE est véritablement entré dans le dur, avec une trentaine de rapports inscrits à l'ordre du jour. Il concernait, par exemple, on ne peut tout citer, 4 projets de décret sur la mise en place du statut particulier, les transferts de compétences en matière de culture, de voirie, la mise à disposition de personnel, la mise en place de la commission sur l'évaluation des transferts de charges, la mise en place du conseil des sites, jusqu'à l'individualisation des fonds. À titre d'anecdote, s'agissant du transfert des routes nationales effectif au 1er janvier 1993, soulignons que le préfet de Corse de l'époque avait joint le président du conseil exécutif le jour de l'an par une météo capricieuse, comme nos montagnes peuvent en connaître, pour lui indiquer que les services de l'État n'étaient plus compétents pour procéder au déneigement du col de Vite-Savone et qu'il était seul habilité à donner toute instruction aux agents des routes placés désormais sous son autorité hiérarchique. À titre de comparaison, si on se réfère à l'ordre du jour de l'avant-dernière réunion du Conseil exécutif du 6 décembre, 30 ans plus tard, outre 16 rapports à soumettre à l'organe délibérant, il y en a eu 3 autres depuis, devrais-je ajouter, 30 ans plus tard, donc, outre 16 rapports, des projets de décret sur les aides à la politique agricole commune, décisions budgétaires modificatives, le Conseil a validé 62 rapports d'individualisation et d'affectation dans différents secteurs et examiné des rapports de désignation et des questions d'actualité, soit au total 85 dossiers. Venons-en aux 5 grands chantiers structurant l'action des conseils exécutifs. Premier chantier, les documents de programmation et d'orientation, en quelque sorte les fondations de la maison. Il s'agit, vous l'aurez compris, du plan de développement de la Corse, ancêtre du PADUC, du schéma d'aménagement et donc du PADUC, matrice de toutes les politiques publiques territoriales. Donc, il s'agissait véritablement d'un défi posé au Conseil exécutif dans des délais très contraints. Que cela soit le premier plan de développement de la Corse en mars 1993 sous la mandature Baggioni 1 et sa révision en juin 1999 sous la mandature Baggioni 3,
Le projet de PADUC, fusionnant plan de développement et schéma d'aménagement, retiré in extremis en juin 2009 sous la mandature Santigne, puis un nouveau PADUC élaboré entre 2012 et 2015 jusqu'à son adoption à la fin de la mandature Giacobbi en octobre 2015, et sa révision in fine annoncée pour 2023 sous la mandature Simeoni III. Il s'est agi à chaque fois d'un temps fort des débats, ayant nécessité des années de travaux préparatoires, de concertation et in fine l'adoption d'un document valant directive territoriale d'aménagement, c'est-à-dire haut placé dans la hiérarchie des normes urbanistiques et opposable aux autres documents d'urbanisme devant être compatibles avec lui. Deuxième type de document, les plans et schémas sectoriels. Aucune politique publique, il faut le souligner d'emblée, n'a échappé depuis l'origine à un cycle complet orienté autour de 3 temps forts, 3 actes en quelque sorte. Acte 1, la définition d'une feuille de route. Acte 2, la mise en place de règlements d'aide. Acte 3, l'évaluation des schémas et des règlements d'aide. Pour les feuilles de route, il s'agit en général de schémas, de plans ou de programmes d'orientation posant à partir d'un diagnostic approfondi, exemple des assises, je parle sous le contrôle de Madame la conseillère exécutive, du sport, de la culture, de la santé, de la jeunesse, de conférences telles que la conférence sociale, ou de scontri, des rencontres, par exemple les scontri di Deridori, et des lignes directrices contenues dans le PADUC, donc tout cela posant des enjeux, des objectifs, des axes prioritaires et des plans d'action correspondants. Ainsi en est-il du schéma directeur des routes territoriales, du plan Acqua Nostra 2050, du plan de bassin d'adaptation face au changement climatique, du progetto d'azione sociale, du cadre de programmation pour la culture et le patrimoine, de la programmation pluriannuelle de l'énergie, du schéma régional d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation, du schéma d'aide à la vie et à la réussite étudiante, du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, du schéma d'aménagement et de développement de massifs, du schéma directeur territorial d'aménagement numérique, du programme pluriannuel d'investissement relatif aux infrastructures ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, du patto di aggiuventu, du schéma d'orientation pour le développement touristique et du schéma d'orientation foncier territorial de l'habitat. À cela s'ajoutaient les programmes opérationnels européens valant programmation pluriannuelle. Une fois les schémas d'orientation adoptés, la mise en place des règlements d'aide a constitué un temps fort de l'action des conseils exécutifs successifs. Ces règlements permettant de cibler les bénéficiaires des soutiens de la CDC, CTC et puis CDC et d'officialiser les critères d'attribution avec, dans la période récente, des titres neutrali tels que Una casa per tutti, Una casa per ognuno pour le règlement d'aide au logement, ou encore Territori, Pieve e Paesi Vivi pour les aides aux communes et intercommunalités, ou encore le plan Salvezza e Rilancio suite à la pandémie de Covid-19. Le troisième temps, logique, même s'il n'a pas été systématique, c'est celui de l'évaluation. L'évaluation de schémas, de règlements d'aide permettant ensuite de refonder un cycle au vu des points forts et des points faibles enregistrés lors de la période de mise en œuvre précédente. Ce que l'on peut constater, si l'on regarde dans le rétroviseur, c'est qu'il n'y a pas eu de rupture irréversible entre tous ces exercices de définition de stratégie territoriale d'une mandature à l'autre, mais plutôt des réorientations, des révisions, des évolutions selon la ligne politique, selon les marqueurs, comme l'on dit, de l'exécutif et de la majorité territoriale en place. Exemple, le règlement d'aide aux communes, intercommunalités et aux territoires, institué dès 1992 par l'Assemblée sur proposition du Conseil exécutif de l'époque, qui avait créé l'emblématique dotation quinquennale pour les communes, sorte de droit de tirage pour elles et pour les EPCI. Ce règlement, disais-je, n'a jamais été remis en cause en 30 ans. Après évaluation par une commission présidée par l'opposition et en application des nouvelles orientations de la majorité depuis 2015, ce règlement a subi des inflexions importantes autour des questions de zonage au nom de l'équilibre ou plutôt de l'équité territoriale. Par exemple, il s'agissait de donner encore plus aux collectivités qui ont le moins de moyens, notamment en montagne, ou encore de fournir des éléments
bonifiés pour l'approbation des documents d'urbanisme, pour la problématique des déchets ou pour accroître la cohérence des aides entre l'ensemble des politiques publiques. Voici pour donc les documents de programmation. Deuxième chantier, la mise à niveau des moyens financiers et humains pour assurer la couverture des transferts de compétences. En quelque sorte, la quête permanente des moyens d'agir. Au plan financier, et sous réserve naturellement de la présentation et de l'analyse qui sera faite tout à l'heure par le professeur Orsini, il s'agit là d'une démarche ayant caractérisé toutes les mandatures. Un combat pour la mise en adéquation des ressources avec l'étendue des responsabilités à exercer, et ce par plusieurs biais, les dotations étatiques, les fonds européens, les statuts fiscaux. À noter que la CDC s'inscrit dans le cadre de la loi organique sur l'autonomie financière d'août 2003 qui stipule que la part des ressources propres, fiscales en l'occurrence, est déterminante dans la composition de son budget. Juste à titre d'illustration, en 1996, donc si l'on prend comme référence le BP de l'époque, prenant en compte la loi de 91, le budget s'élevait à environ 342 millions d'euros. J'ai fait la transcription des francs en euros. En 2005, après la loi de 2002, combinée à une autre loi de 2004, liberté et responsabilité locale, si l'on se réfère au chiffre du compte de gestion, 507 millions d'euros. En 2018, après la loi NOTRe, suite à la mise en place de la collectivité unique, 1460 millions d'euros. En 2021, 1669 millions d'euros. Autrement dit, en une trentaine d'années, le budget de la collectivité aura été multiplié quasiment par 5. En ce qui concerne très brièvement les moyens humains, 1992, 300 agents, auxquels s'ajoutaient 300 agents des agences et offices. 2022, 4400 agents, auxquels s'ajoutent environ 700 agents des agences et offices. Autrement dit, le nombre d'agents en 30 ans aura été multiplié quasiment par 15. Troisième chantier, la territorialisation de l'action publique et des services, qui témoigne en quelque sorte de l'enracinement territorial de l'action de la collectivité. La territorialisation exprime à la fois une vision, un processus et repose sur une cartographie. La vision, c'est celle de l'aménagement équilibré, j'allais dire équitable, des territoires, que l'on appelait province sous Pasquale Bauli, région ou bassin de vie unifié aujourd'hui. Et ce, afin qu'aucun Corse ne se situe à moins d'une heure d'un bourg-centre ou d'un ensemble de services publics. Le processus, c'est celui de l'appui à l'élaboration de stratégies de développement des territoires et la contractualisation avec les collectivités de type communal ou intercommunal. La cartographie, c'est celle du PADUC, votée en octobre 2015 et qui a identifié 9 territoires de projet, 5 dans le Cismont, 4 dans le Piemonte. Je citerai au passage le propos de Philippe Bailbé, délégué général de l'association Régions de France. Une région, c'est une très grande communauté, mais qui doit aussi s'intéresser à l'infiniment petit, jusqu'au plus petit de ses villages. C'est ce grand écart permanent, ce changement d'échelle qui rend la chose passionnante. Avant 1992, le ton était donné sur un mode expérimental. Je parle de la territorialisation. Ainsi, Madame la Présidente, la création du lycée de Balagne en 1985 a-t-elle permis d'autonomiser ce territoire de 36 communes et 25 000 habitants permanents en évitant aux lycéens de s'éloigner de leur famille en internat à Bastia ou ailleurs. Cet effort de mise à niveau d'infrastructures de proximité a été poursuivi par les exécutifs successifs. En matière éducative, précisément, outre le défi d'avoir maintenu par tous les moyens l'ensemble des collèges ruraux de l'île, ils sont au nombre de 7, Lourri, Moltivao, Cervioni, Bigu, Santa Maria Ziguet, Pitretto, Livia, on notera l'ouverture du lycée de la Plaine en 2004, qui répondait à un besoin particulièrement signalé, sans oublier le développement de 2 lycées agricoles, Imborg ou Insarte. En matière culturelle et patrimoniale, chaque territoire dispose d'un centre de rayonnement reconnu. Le musée Pasquale Bauli à Merusaglia en Castagnic, le musée de la Corse et le FRAC in Corti, le musée et le site archéologique d'Aleria, en Plaine, le musée de Livia et le site archéologique de Cucuruzzu, dans l'Alta Rocca, le centre d'art polyphonique et le musée d'archéologie de Sartè, la cinémathèque territoriale Casa Ilume in Portivecchio, la citadelle de Bonivasio, centre de conservation et de protection des objets immobiliers à Calvi, et le conservatoire de musique et de danse Imashtia et Najaccio.
En matière sociale et médico-sociale, de routes, d'aménagement et de développement, la CDC, héritière de la CTC et des départements, a conservé et renforcé ses services dans l'ensemble des territoires, aujourd'hui au sein de maisons de services publics et demain dans le cadre de cases territoriales de plein exercice. En matière d'environnement, la CDC dispose d'unités de forestiers sapeurs, de casernes de pompiers, d'agents de protection de l'environnement. Ce sont les ex-agents de l'Office national des forêts, dans ces mêmes territoires. De plus, elle privilégie désormais les conventions avec les intercommunalités pour la gestion des déchets et les plans territoriaux de gestion de l'eau pour une gestion de proximité des ressources hydriques. En matière touristique, le soutien aux offices de pôle touristique demeure un axe privilégié. En matière de développement économique, même chose. Les conventions avec les EPCI sont des outils privilégiés de mise en œuvre des compétences partagées, la CDC demeurant chef de file. Un petit focus, quatrième point, sur les réalisations. Nous savons tous que c'est le président Mitterrand qui disait « il faut donner du temps au temps ». Certains chantiers, certains grands chantiers ont caractérisé des mandatures et puis sont tombés en sommeil sous d'autres. La vie politique est ainsi rythmée par des pauses, voire des suspensions plus ou moins longues, et puis des réactivations soudaines ou des accélérations plus ou moins fortes. Il est très difficile dans cet exercice rétrospectif pour prétendre dresser un panorama exhaustif des réalisations effectuées sous l'égide des conseils exécutifs successifs durant les 30 années écoulées. Je me permets pour cela de renvoyer à l'exposition sur les 40 ans, au site internet de l'institution, et j'ai simplement sélectionné quelques segments. Premier segment, les infrastructures dites de transport. Une politique de mise à niveau au long cours, initiée en application du statut JOX, et poursuivie avec la mise en service de plusieurs opérations de fluidité, sécurité, notamment sur les axes routiers Bastia-Ajaccio et Ajaccio-Bonifacio, les mini-tunnels Bastier, la 2x2 voies Borgo-Viscoado, les déviations de Francardo, Sueria, Corti, le viaduc du Etio, la déviation de Bougugna, le pont d'Abra, la déviation de Portivecchio, les mandatures Simeoni étant largement consacrées depuis 7 ans au rattrapage du déficit d'infrastructures du pays ajaccien et à la mise à niveau des axes dans le rural et les zones de montagne héritées des anciens conseils départementaux. Au chapitre des infrastructures portuaires et aéroportuaires, la mise à niveau des 4 aéroports internationaux et des 7 ports de commerce et de passagers, accompagnés par les nouvelles DSP aériennes et maritimes, la rénovation complète enfin du réseau ferroviaire, les lignes, les autorails et une meilleure desserte des agglomérations par l'augmentation des fréquences. L'éducation et la formation, j'en ai un peu parlé, la formation au sens large représente l'investissement le plus important pour l'avenir de l'île. C'est un fait avéré qui transcende toutes les familles politiques. Dans ce contexte, au-delà des lycées et collèges, le soutien indéfectible à l'Universidad di Corsica s'est traduit par notamment des infrastructures d'envergure comme la grande bibliothèque, l'installation de la présidence, des services, et puis aussi une aide renforcée au fil des années au CRUS, Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Et naturellement, les aides directes aux étudiants à travers les bourses pour l'essentiel. Pour la coopération internationale et la reconnaissance du fait insulaire que je citerai en dernier. Elle a été très présente, cette dynamique, ce chantier, a été très présent sous les mandatures Baggione et Simeoni, avec par exemple la présidence de la Commission des îles de la Conférence des régions périphériques maritimes d'Europe. 4 années d'affilée, pour l'un comme pour l'autre, un peu comme si l'on reconnaissait d'emblée un certain caractère combatif au président et présidente corse pour faire avancer la cause de la reconnaissance des contraintes, des spécificités et des droits des régions insulaires dans l'ensemble européen en application de l'article 174 du traité d'Amsterdam. L'un avait exercé parallèlement le mandat de député européen, c'était Jean Baggione, président du groupement des îles de la Méditerranée occidentale, IMEDOC, l'autre, membre suppléant du comité européen des régions, aux côtés de Madame la Présidente Maupertuis, membre titulaire, qui vient d'ailleurs de faire adopter un rapport à l'unanimité sur cette question hautement stratégique par le comité européen des régions. Quelques éléments statistiques, si vous le permettez, pour illustrer le volume de réunions et de rapports traités en conseil exécutif. S'agissant de la fréquence des réunions du Conseil, une fois tous les 15 jours en moyenne entre 1992 et 2015, une fois par semaine depuis la première mandature Simeoni avec 4 temps forts à chaque fois,
Première séquence, les rapports à soumettre à l'Assemblée de Corse ou à sa commission permanente. Deuxième séquence, les rapports d'individualisation ou d'affectation. Troisième séquence, les désignations dans divers organismes. Et enfin, les questions d'actualité. Si l'on se réfère au nombre d'actes, à titre purement indicatif, en 2017, nous avions 324 rapports soumis à l'Assemblée dans une année. En 2022, 430, soit une centaine de plus. En 2017, nous avions 504 rapports d'individualisation. En 2022, 1085, soit 2 fois plus. Cinquième et dernier chantier, la poursuite des réformes institutionnelles durant les mandatures. En quelque sorte, c'est la quête de l'élargissement des pouvoirs normatifs pour agir plus efficacement. J'irai vite sur ce point-là, puisque cette question, vous la connaissez par divers moyens. Bon, simplement, l'idée, c'est de montrer le fait qu'aucune mandature n'aura échappé à une double, voire une triple obligation. Premièrement, celle de mettre en œuvre un processus de changement de statut ou de transfert de compétences. Deuxièmement, celle de concevoir une nouvelle étape de dévolution de compétences ou d'évolution statutaire. Le tout étant parfois combiné avec la mise en œuvre d'importantes lois de décentralisation de droit commun, mais applicables à la Corse, dès lors qu'elles n'étaient pas contraires à son statut. Ces processus se sont en général déroulés dans le cadre d'un dialogue avec les ministres de l'Intérieur successifs, avec un turnover assez remarquable, qui n'a pas toujours facilité les choses, puisqu'il y a eu, en 30 ans, une vingtaine de ministres de l'Intérieur comme interlocuteurs de la collectivité. Donc, je passe sur le détail de cet investissement dans les réformes institutionnelles qui pourront être retrouvées dans la version écrite. Juste un focus sur la reconnaissance croissante du rôle du Conseil exécutif par l'intermédiaire des enquêtes de l'Observatoire interrégional du politique, l'OIP. Créé en 1985 par la Fondation nationale des sciences politiques, en partenariat avec le CNRS et les régions et collectivités à statut particulier, l'OIP était pendant une vingtaine d'années un centre public d'études et de recherche qui exerçait 2 types de missions. La première consistait à offrir à ses partenaires un baromètre de l'identité régionale, un instrument de comparaison des régions entre elles, et la deuxième était de constituer une banque de données sociopolitiques au niveau régional et national, consultable par les régions et la communauté scientifique. Il ressort de ces différentes enquêtes réalisées en Corse sur une dizaine d'années, durant l'existence de la collectivité territoriale, plusieurs enseignements. 1. La défense de l'échelon régional, de gouvernement insulaire, je cite les enquêtes, pour conduire les politiques publiques territoriales avec un souhait plus marqué qu'ailleurs de mettre fin à la concurrence entre les départements et la CTC. 2. La connaissance de l'identité des présidents successifs et dans une moindre mesure celle des conseillers exécutifs, dont l'indice de notoriété s'est toutefois accru avec le temps. 3. Les critères d'élection des membres du conseil exécutif. 75% des personnes enquêtées, par exemple en 1998, se prononçaient en faveur d'un conseil composé de personnalités issues de différentes listes, et les qualités requises figurant en bonne place étaient la compétence et l'expérience, la proximité avec les gens, la disponibilité et seulement enfin l'appartenance au courant politique majoritaire de l'Assemblée. Une autre enquête en 2001 posait pour la première fois la question du sentiment de citoyenneté régionale, afin de mesurer une nouvelle dimension du lien à la région par rapport au sentiment de citoyenneté nationale, européenne et mondiale. Dans ce cadre, 68% des sondés se déclaraient se sentir souvent et assez souvent citoyens de leur région. Une forte appétence pour l'extension des compétences de la collectivité s'est toujours traduite dans ces enquêtes. Au vu de ces éléments de bilan, le Conseil exécutif affirme toute sa place dans son rôle d'organe dirigeant. Cela n'interdit pas d'entrevoir quelques pistes d'évolution pour promouvoir un nouveau modèle de gouvernance dans le contexte des perspectives institutionnelles qui s'ouvrent à moyen et long terme, et ce sera l'objet de la troisième et dernière partie plus rapide de mon propos. Avec l'Assemblée de Corse, premièrement, un équilibre subtil entre coopération et contrôle. Mon collègue et ami Serge développera bien entendu le point de vue de l'organe délibérant. On indiquera que
La panoplie des moyens de contrôle de l'Assemblée s'est étoffée avec le temps. Au-delà du classique droit d'amendement, les moyens de contrôle sont allés dans un sens plus contraignant pour l'exécutif. Il y a ceux prévus par les textes, le rapport annuel obligatoire sur la mise en œuvre du PADUC, le rapport d'activité des services, les agences et offices sur la situation financière, le compte administratif et ses nombreuses annexes, les comptes rendus des délégations d'attribution de l'Assemblée, le rapport sur le développement durable, sur l'égalité femmes-hommes, etc. Après, il y a les règles prévues par le règlement intérieur de l'Assemblée de Corse, la commission de contrôle des agences et offices, qui s'est emparée pendant une certaine période des budgets et comptes administratifs et documents relatifs aux ressources humaines avec l'audition de leurs représentants. Commission généralement présidée par un élu de l'opposition. Puis des comités, commissions d'évaluation, par exemple sur les aides aux communes dont je parlais tout à l'heure, ou sur la mise en œuvre du PEI, Programme exceptionnel d'investissement. Les questions orales et écrites posées à l'exécutif et dupliquées au sein de l'Assemblée adjointo qui permettent effectivement d'obliger l'exécutif à justifier de sa politique. Les motions pour lesquelles les conseillers à l'Assemblée demandent l'avis du Conseil exécutif, sachant que certaines d'entre elles peuvent contenir des clauses contraignantes. Soulignons enfin que le moyen par excellence de sanctionner l'exécutif, parce que cela est prévu, est ce que l'on désigne par la motion de défiance, qui n'est pas sans rappeler la motion de censure entre les mains de l'Assemblée nationale vis-à-vis du gouvernement. Il convient tout de même de souligner que ce dispositif n'a jamais été utilisé en plus de 30 années par les assemblées de Corse successives. Il faut dire que le législateur l'a particulièrement encadré en l'assortissant de deux types de conditions strictes. Ce n'est pas un appel à l'utilisation proche. Madame la Présidente, je me garderai bien d'aller sur ce terrain-là. Donc les deux conditions strictes. D'abord, celle relative à leur dépôt et ensuite à leur vote. Pour le dépôt, la motion doit mentionner l'exposé des motifs pour lequel elle est présentée et la liste des noms des candidats appelés à exercer les fonctions prévues, ce qui suppose une équipe complète de rechange adossée à un même programme. Qui plus est, pour être recevable et donner lieu à une délibération, la motion en question doit être signée par le tiers des conseillers. S'agissant du vote, celui-ci ne peut intervenir que 48 heures après le dépôt, ce qui laisse de la place à des concertations, voire des compromis. Quant au vote proprement dit, ne seront recensés que les votes favorables à la motion, celle-ci n'étant considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres de l'Assemblée. Le professeur Bertrand Faure relève à propos des motions de défiance que, telles qu'elles ont été dessinées, je cite, « ces motions obéissent même à des conditions plus restrictives qu'en droit parlementaire. Le législateur les a bien conçues comme des procédures de crise appelées à servir hors du cadre normal des rapports entre le délibératif et l'exécutif. » Avec les instances consultatives, un partenariat est certainement renforcé entre l'instance exécutive et consultative pour que la fonction de conseil et d'aide à l'évaluation des politiques publiques prenne toute sa place. Il s'agit du Conseil économique, social, environnemental et culturel, de l'Assemblée adjointo et de la Chambre des territoires, auquel peut s'ajouter, cher Serge, le comité d'évaluation des politiques publiques. Toutes ces instances confondues, délibérantes, exécutives et consultatives, ce sont quand même 300 représentants, au premier rang desquels, naturellement, les élus du suffrage universel, auxquels s'ajoutent les personnes mandatées par des organismes de la société civile. 300 représentants qui travaillent pour l'avenir de l'île sous l'égide de la CDC. Il y a là de quoi faire vivre un débat de fond permanent sur l'évolution et l'adaptation des politiques publiques, à condition toutefois que le cap soit fixé et la méthode partagée, pour éviter des dispersions préjudiciables et à l'objectif recherché. Avec les structures maintenant participant au processus de décision dont l'avis est plus ou moins obligatoirement requis, il faut savoir que les conseils exécutifs, tout comme les conseillers à l'Assemblée de Corse, sont appelés à siéger dans quelques 550 organismes. Un élu moyen est membre d'au moins 20 instances, commissions, conseils d'administration, comités de pilotage, de quoi paralyser, si l'on n'y prend pas garde, le processus de décision et nuire considérablement à l'efficacité de l'action publique aux antipodes des promesses de la collectivité unique. Un gigantesque effort de simplification
mérite donc d'être entrepris. Edouman et Kinesera, demain, qu'en sera-t-il? Quelques pistes peuvent être énoncées, même si elles relèvent à ce stade de la politique fiction, accordez-le-moi, et plus encore d'une approche comparée, un parangonnage. Et elles n'engagent surtout que l'observateur qui vous parle. Première piste, une nouvelle répartition des délégations entre les conseils exécutifs, moins axée sur les présidences d'agences et offices, et plus sur des délégations transversales. Et ce, de manière à faire face à l'immensité du champ de compétences dévolu à la collectivité de Corse, notamment dans l'hypothèse d'un statut d'autonomie plein et entier. Cette nouvelle répartition n'impliquerait pas forcément d'augmenter le nombre des conseillers si l'on se réfère à des régions spécifiques de France ultramarine et de régions autonomes européennes, mettant également en perspective le nombre des membres des assemblées régionales ou organes législatifs respectifs. Le Conseil exécutif de Corse étant actuellement dans la bonne moyenne numérique. Deuxième piste, déléguer en droit la signature de certains actes au Conseil exécutif et la capacité à encadrer des équipes en maintenant en toutes circonstances le pouvoir de délégation du président sous sa surveillance et sa responsabilité, donc avec faculté de retrait de la dite délégation à tout moment. Troisième piste, issue de la comparaison avec ce qui peut se passer ailleurs. Laisser la possibilité au président de choisir ses conseillers exécutifs en dehors de l'Assemblée de Corse, à l'image de ce qui est pratiqué par exemple pour la constitution du gouvernement de la République ou de certaines régions comme la Sardaigne. Mettre en œuvre, quatrième piste, et renforcer, si besoin est, les dispositifs et garanties en matière de transparence et de déontologie de l'action publique. Il faut bien le constater face à une judiciarisation accrue de l'action publique. Autre piste, acculturer enfin la collectivité et toutes ses composantes aux enjeux de la gestion de crise, tant les sujets se sont développés ces dernières années. Crise économique et sociale, sanitaire, migratoire, sociétale ou encore autour de la cybercriminalité. Justement, un autre grand défi s'inscrivant dans la gestion de crise, auquel le Conseil exécutif, en lien avec l'Assemblée, sera confronté dans les années à venir, semble être sans conteste celui de l'adaptation face au dérèglement climatique. Un nouveau modèle économique, environnemental, social et sociétal est à concevoir au sein d'un PADUC revisité qui n'avait pas explicitement intégré cette dimension, faut-il le constater, lors de son adoption en 2015. Ce défi peut être magnifique, même contagieux, s'il mobilise au-delà la société tout entière autour de la protection, la défense et la valorisation du patrimoine naturel, forestier, faunistique, floristique et hydrique de la Corse. Tout cela en lien avec l'Università di Corsica, dont de nombreuses équipes de recherche sont spécialisées sur ces créneaux. En conclusion, Signora Presidente, Mesdames et Messieurs, en ce 30e anniversaire du Conseil exécutif, on peut dire que le Conseil, que d'aucuns qualifient de petit gouvernement de la Corse, aura trouvé petit à petit, mais résolument, ses marques contre vents et marées. Nul ne songerait à revenir en arrière désormais dans ce jeu institutionnel à 3 niveaux d'acteurs au sein de la collectivité, délibérant, exécutif et consultatif, dans lequel chaque organe de la collectivité occupe la place légitime que les textes et finalement la pratique lui ont conférée. Se bo permettite, voleria a titolo più personale salutare i presidenti successivi di Consiglio Esecutivo da Jean Baggioni, Ange Santini, Paul Giacobbi e Gilles Simeoni e consiglieri esecutivi. Ad imparare assai e continuedio a imparare a fiancarelli, assuggiando bella sicura i presidenti dell'Assemblea e a signore presidente attuale, Madame Maupertuis. Volerebbe inu rendere omaggio al lavoro realizzato dai primi segretari generali di Consiglio, Madame Catalina Istria, qui presente, e Francesco Domenico De Peretti, senza scordarsi di un aggiunto e di una squadra che si impegnano au quotidiano au servizio dell'istituzione. Je vous remercie pour votre attention. Pardonnez-moi d'avoir été un peu long. Ringraziavi tanto per la vostra ascolto.
Madame la Presidenta dell'Assemblea di Corsica, signora consigliere esecutiva, signore e signori presidenti e vicepresidenti di commissione dell'Assemblea di Corsica, signori professori dell'Università di Corsica, cari colleghi, gentili ascoltatori, come si dice in dei vicini, è un onore mio di parlare qui sotto quadro prestigioso di queste conferenze scientifiche e l'ambiente bellissimo di suo museo Vesce. E voglio ringraziarvi a nome di tutta la squadra du segretariato generale dell'Assemblea di Corsica. Il vaut d'ailleurs mieux que je vous remercie avant peut-être que mon exposé soit noté par ces éminents professeurs qui sont dans la salle. L'exercice qui nous incombe, c'est de décrire le fonctionnement de l'Assemblée de Corse. Alors d'autres que moi précédemment l'ont beaucoup mieux fait, notamment des universitaires, les élus lorsqu'ils sont intervenus également à plusieurs reprises. Donc si vous permettez, on va essayer de mettre un ou deux coups de projecteur peut-être dans le fonctionnement à travers un peu le rythme de l'organisation et puis le comportement des deux acteurs principaux qui sont en cause, les élus membres de l'Assemblée d'un côté, puis les agents du secrétariat général de l'autre, en essayant en effet de voir vers quoi mène cette évolution, cette construction progressive. C'est pourquoi dans un premier temps, donc, nous parlerons un peu de cet environnement de travail spécifique, avec des élus qui ne sont pas des professionnels de la politique, et puis des agents qui pourraient être des professionnels de l'administration, mais qui doivent se caler sur les rythmes des élus, et quels sont un peu les principes d'organisation de l'Assemblée de Corse. Et dans un second temps, nous verrons à travers justement peut-être l'évolution des compétences et des métiers du secrétariat général et les différentes strates qui se sont ajoutées au fur et à mesure, vers quoi tend finalement l'Assemblée de Corse, et certainement ça marche vers un modèle parlementaire. Donc dans un premier temps, un environnement de travail spécifique avec les élus qui sont les représentants du peuple et qui ne sont pas des professionnels de la politique. En effet, comme vous le savez, donc élu n'est pas un métier et élu ne requiert pas d'autre qualification que d'avoir la confiance de ses concitoyens. L'élu représente le peuple dans le droit français. Les fonctions d'élu, d'ailleurs, dans les collectivités territoriales, doivent être encore exercées à titre bénévole. L'élu ne reçoit que des indemnités qui sont supposées de le défrayer des dépenses occasionnées par son mandat, l'exercice de son mandat. Il a également quelques remboursements. Il dispose également de crédits d'heures, de droits d'absence, lorsqu'il a bien entendu des activités salariées. L'élu également, en contrepartie, donc, les seules règles qu'il a, c'est de bénéficier, on l'a vu, de la confiance de ses concitoyens. Bon, dans un scrutin de liste, comme celui de l'Assemblée de Corse, il est en général aussi pris parce qu'il va représenter un territoire, parce qu'il va représenter un courant d'opinion politique ou parce qu'il va représenter un secteur d'activité. Il y a également la seule règle, en dehors de cette représentativité et de bénéficier de la confiance de ses concitoyens, c'est d'avoir une assiduité minimale aux sessions, aux réunions des principales commissions, et une assiduité qui peut l'exposer d'ailleurs, en cas d'absence non justifiée, à se voir privé d'une partie de ses défraiements. Il y a une logique, si vous exercez moins votre mandat, normalement, vous avez en effet moins de dépenses occasionnées. Et bien entendu, le respect des obligations légales, avoir un casier judiciaire vierge, tout ça, et puis se comporter avec bienséance au cours des sessions. Et quand vous voyez ce qui se passe en général dans d'autres assemblées parlementaires ou en France ou à l'extérieur, eh bien on peut dire que l'Assemblée de Corse, malgré toutes les tensions qu'il a traversées, a toujours en général respecté beaucoup plus largement que la moyenne les règles de bienséance. Donc voici un petit peu pour l'élu. On ajoute évidemment qu'il n'y a pas de mandat impératif, c'est-à-dire que l'élu ne s'expose pas à des procédures de révocation ou de destitution par rapport à son programme de campagne et à ses engagements passés devant les électeurs. Donc à quelques traits, voici pour la première catégorie donc, des acteurs qui sont les conseillers à l'Assemblée de Corse, qui sont élus, comme vous le savez, pour 6 ans et selon un principe de parité dans le cadre d'une circonscription unique. On notera déjà, on y reviendra par la suite, un premier hiatus, c'est-à-dire qu'ils auront à exercer des responsabilités très étendues, des compétences aussi très variées du fait du statut particulier de la Corse, mais le statut de l'élu a toujours été l'oublié des statuts particuliers, ça a toujours été le parent pauvre et ça ne va pas sans générer des distorsions.
Intéressons-nous aussi après les élus à l'autre catégorie d'acteurs que sont les agents qui travaillent pour l'Assemblée de Corse, donc le secrétariat général. Alors, ce sont des fonctionnaires, donc ils sont soumis au principe de service public. On en retiendra deux en l'espèce, celui de continuité et celui de neutralité. La continuité parce qu'au gré des mandatures successives, les majorités changent, les élus se renouvellent, et il est toujours bon d'avoir un service, une administration qui capitalise toute cette expérience, qui rappelle les règles, mais qui ne fait pas que les rappeler, qui cherche également souvent les adaptations, parce que quand vous avez un statut particulier de la Corse, qui n'est qu'un titre du Code général des collectivités territoriales épais comme ça, beaucoup de dispositions qui régissent le fonctionnement de l'Assemblée de Corse sont des dispositions de droit commun, et vous avez rarement l'adéquation parfaite du premier coup. Donc une des vocations aussi du service, c'est de chercher de temps en temps la lumière de toutes ces expériences et de ces pratiques, l'adéquation avec les textes, et puis, comme vous le savez en droit, la coutume, les usages, et notamment en droit parlementaire, sont aussi quand même une source importante de fonctionnement. Donc premier principe, celui de continuité. Deuxième principe, celui de neutralité, parce que comme il y a deux corps du roi, la présidente me pardonnera, il y a deux aspects, deux dimensions dans la présidence de l'Assemblée de Corse. C'est une personnalité politique qui concourt donc sur un engagement politique avec une ligne politique à appliquer, peut-être des candidatures à d'autres élections ou au renouvellement de son mandat. Pour cela, la présidente de l'Assemblée de Corse dispose d'un cabinet. Et puis en même temps, la présidente de l'Assemblée de Corse préside une institution où toute la Corse est représentée, à la fois géographiquement, puisqu'il y a une circonscription unique, et puis politiquement, parce que ce soit au premier tour et au second tour, mais vous savez que les listes en général qui sont écartées du second tour, une grande partie de leur électorat se reporte sur les listes qui sont admises à concourir au second. Eh bien, l'Assemblée de Corse, en quelque sorte, c'est la seule instance dans l'île qui représente toute la Corse dans toute sa diversité. La présidente représentant l'institution qui fédère toutes les sensibilités politiques de Corse, le secrétariat général doit bien entendu être un outil impartial, neutre et respectueux de tous les groupes, qu'ils soient des groupes d'opposition ou de la majorité. Donc voilà un peu pour ces principes de service public, mais vous me direz, on peut les décliner aussi dans toutes les autres composantes de l'administration de la collectivité. Donc on va regarder un petit peu un positionnement qui peut être original aussi déjà, c'est qu'il y a un double rattachement. Il y a le président du conseil exécutif, qui est le chef des personnels, donc il y a un rattachement hiérarchique au président du conseil exécutif et à son délégué, le directeur général des services. Mais il y a également un rattachement fonctionnel à la présidente de l'Assemblée, puis par extension, on y reviendra au président des commissions, puisque les agents du secrétariat général sont mis à disposition fonctionnelle donc, de la présidente de l'Assemblée. Et ça, c'est déjà un indice qui montre que le statut de la Corse n'est pas tout à fait le fonctionnement habituel que l'on va retrouver dans le droit commun des communes, des départements, des régions françaises. On va également noter une diversité des métiers du secrétariat général. C'est une toute petite entité, 25 agents sur 4500 à la collectivité de Corse. Mais dans cette petite entité, vous trouvez beaucoup de métiers très différents, de la sténotypiste aux techniciens de la régie, au secrétariat administratif, aux encadrants des commissions et autres. Donc c'est un microcosme, en fait, c'est une micro-administration qui a été détachée auprès de l'Assemblée de Corse parce qu'il va y avoir évidemment un mode de fonctionnement particulier qui suppose certaines choses. J'en viens d'ailleurs à cela, c'est-à-dire que vous avez, je n'ai pas trouvé de meilleur terme que dire des valeurs propres au secrétariat général, mais ce n'est pas tout à fait des valeurs, c'est un peu des savoir-faire et des exigences qu'on va retrouver aussi dans tous les autres services, mais peut-être pas de manière aussi concentrée et régulière. La première, c'est la polyvalence, parce qu'il y a des pics d'activité dans les sessions, les réunions des commissions. Là, vous avez besoin de beaucoup de compétences dans certains endroits. Et puis, il va y avoir un peu des creux quand même, il y en a de temps en temps. Et votre effectif, vous n'êtes pas une entreprise qui peut embaucher des contractuels, des intérimaires et tout en tant que de besoin. Donc, vous êtes obligé de définir un point moyen un peu. Et ce point moyen, vous l'obtenez, non pas avec une panoplie très étoffée, mais avec des agents qui vont exercer plusieurs tâches. Et c'est pour ça, d'ailleurs, quand on fait l'organigramme chez nous, c'est toujours assez compliqué parce que, premièrement, on en a parlé, on doit intégrer quand même les présidents de l'Assemblée, bien sûr, mais également les présidents et rapporteurs de commission, et ce n'est pas banal dans un organigramme administratif, mais on doit également positionner des agents, parfois, dans plusieurs directions, où ils vont émarger à un titre ou à un autre. Donc la polyvalence, pour faire face au pic d'activité de l'Assemblée de Corse, la réactivité, parce qu'il faut pouvoir satisfaire très rapidement les décisions. Et quand une commission doit se réunir
pratiquement du jour au lendemain, et ça peut arriver en fonction de l'actualité, il faut être très réactif. Quand des élus posent des questions et ont des demandes, il faut essayer d'éviter de les satisfaire après le moment auquel ils en ont besoin. La disponibilité aussi, parce que le temps démocratique, comme l'avaient dit les deux secrétaires généraux de l'Assemblée nationale au président François de Rugy dans leur rapport en mai 2018, eh bien, le temps démocratique n'est pas du tout le temps de la vie administrative. Et donc, on sait quand les réunions commencent, on ne sait pas, et les élus ne savent pas davantage que nous d'ailleurs quand est-ce qu'elles se terminent. Or, les agents sont tenus d'être à disposition, parce que si les élus en ont besoin à un moment, ils en ont besoin tout le temps de leur réunion. Et puis, on dirait aussi une exposition, parce que si ici, par exemple, on est dans un cadre d'une réunion, eh bien, je fais une bêtise, je photocopie mal un document et tout, ça ne va pas sortir de cet endroit. C'est le cas dans la plupart des bureaux. Vous avez des tas de strates après successives quand vous remontez dans la hiérarchie qui vous permettront de bloquer, de corriger, de réparer. Eh bien, lors d'une séance d'assemblée, c'est une espèce de vitrine, c'est une vraie vitrine, excusez-moi du terme espèce, de la démocratie. Et tout ce qui se fait est visible, et même photocopier un recueil d'amendements et se tromper quand on le distribue va être vu non seulement par votre hiérarchie, par les présidents, par les élus, puis aussi par le public et par la presse. Donc ça fait quand même tout un ensemble de savoir-faire et d'exigences qui font que, tout en ayant des tas de points communs avec le reste de l'administration, on n'est pas tout à fait dans un endroit ordinaire. Et cet endroit ordinaire, eh bien, comment il va articuler son activité? Si vous prenez le statut de la Corse, vous verrez qu'il y a un régime de session. Ça, c'est quand même l'indice d'un fonctionnement parlementaire qui a été posé en 1991, avec 2 sessions trimestrielles, pendant lesquelles vous faites des réunions ordinaires à l'Assemblée de Corse, et puis en dehors desquelles vous faites des réunions extraordinaires. Le qualificatif n'a rien à voir avec le sujet et la nature du sujet que vous allez traiter. Mais très vite, comme vous l'a dit un peu Norbert, à partir de 1991, le besoin de production de biens et services à la population, avec un volume de compétences très étendu, a imprimé un tout autre rythme. Et c'est un rythme de décision mensuelle, parce qu'il y a besoin de prendre des décisions rapidement, ce qui fait que les sessions en fait, de l'Assemblée de Corse sont organisées sur une base mensuelle. Vous avez en 4e semaine, en principe, une session les jeudis et vendredis, précédée par des réunions de commission, on va y venir. Vous pouvez intercaler des sessions extraordinaires, voire plusieurs sessions importantes dans un mois. Vous êtes en moyenne entre 10 et 15 sessions par mois. Par comparaison, sur le continent, même les régions les plus importantes se tiennent à leur obligation minimale de 4 réunions dans l'année. Donc, si vous faites un peu le rapprochement, vous voyez que ça fait déjà une activité soutenue. Comment s'organise la séance publique? Eh bien, d'abord, la séance publique est préparée par des réunions de commission. Donc, vous avez ce qu'on appelle des commissions organiques et des commissions thématiques. Les commissions organiques traitent tout l'ordre du jour et l'instruisent. Ce n'est pas en séance publique que vous pouvez aborder les dossiers. Il faut les préparer avant. Il faut discuter, il faut aller au fond, il faut prendre toutes mesures nécessaires, entendre des gens, corriger, proposer des corrections, tout ça et autres. Ça se passe en commission. Vous avez 3 commissions organiques actuellement pour résumer les finances, l'aménagement, le développement du territoire, le numérique, les transports et l'environnement, et tout ce qui est les affaires culturelles, éducatives, la langue corse, le social, la santé, la jeunesse et les sports. Et chaque conseiller à l'Assemblée de Corse, ils sont 63, est membre d'une et d'une seule commission organique, ce qui fait que vous allez avoir, quand vous êtes dans un groupe, certains de vos collègues qui vont être spécialisés sur tel secteur de compétences et qui développeront eux aussi après une propre expertise qui leur permettra après de faire bénéficier toute l'Assemblée, y compris ceux qui ne connaissent absolument rien au dossier, à certains des dossiers qu'ils vont traiter. Le travail en commission organique, le travail en commission thématique. Les commissions thématiques, alors là, elles sont créées à l'initiative de l'Assemblée et elles vont marquer un peu les priorités qu'une mandature accorde. Actuellement, vous avez comme commission thématique la commission de la santé, la commission des affaires européennes, la commission des compétences législatives, réglementaires et pour l'évolution statutaire de la Corse, et puis la commission de contrôle, qui est là aussi pour exercer, confier à l'opposition, exercer un mandat de contrôle. Donc ça, c'est un peu le cadre, et ces commissions vont se réunir. Alors pour les commissions organiques, obligatoirement la semaine précédente, donc la 3e semaine de chaque mois, vous avez vos commissions organiques qui vont instruire les ordres du jour de la session et les préparer. Et puis pour les commissions thématiques, en général, pour éviter quand même tout ce chevauche, ce sera les 2 premières semaines du mois. Donc voici un programme, un peu la maquette du programme. Vous avez encore 2 instances qui, elles, sont des instances qui ne vont pas au fond, mais qui sont des instances de direction et d'organisation générale. La commission permanente, qui est une assemblée en réduction, 15 personnes sur 63,
qui va à la fois avoir un format organisationnel pour préparer les séances, donner des avis à la présidente de l'Assemblée sur les dates et ordre du jour des sessions et sur le déroulement, c'est ce qu'elle a fait tout à l'heure. Et puis elle va également, ça depuis quelques années, prendre en charge tout ce qui relève du fonctionnement courant, parce que avec les compétences de l'Assemblée de Corse, vous pouvez à la fois jongler, entre guillemets, mais c'est à peu près ce qui se passe en réalité, entre des dossiers de fonctionnement très concrets, assez anodins, très répétitifs, des dossiers beaucoup plus consistants, des programmes d'aide, des règlements, tout ça, et puis des grands dossiers stratégiques, tels le PADUC et tout ça, ça suppose quand même parfois une répartition des rôles et un aiguillage qui fait que le fonctionnement courant va relever d'une instance, et puis les dossiers plus stratégiques et politiques d'une autre. Donc voici un peu, à grands traits, pour essayer de m'en tenir à peu près, au temps et de ne pas me faire trop gourmander là-dessus, voici un petit peu cet environnement de travail. Alors ensuite, quelle est la construction, comment ce fonctionnement s'est-il construit depuis le statut originel de 1982? Et pour ça, je vais vous proposer de regarder un petit peu le fonctionnement du secrétariat général. Et vous me permettrez également, au passage, de rendre hommage aux agents du secrétariat général pour introduire aussi de la patte humaine dans cet exposé qui ne devrait pas être désincarné, tant il parle du comportement d'acteurs. Vous savez aussi d'ailleurs que les régimes politiques, les constitutions et les statuts sont aussi ce que les hommes et les femmes en font. Donc il faut toujours rapporter quand même à un moment les textes dans leur aridité aux pratiques et à ce que les acteurs en font. Donc au niveau du secrétariat général, vous allez trouver une fonction centrale que vous allez voir dans n'importe quelle collectivité, un conseil municipal, un conseil départemental, un conseil régional de droit commun avec une présidence unique, un certain statut, un niveau quand même de compétences et de moyens suffisants pour qu'il soit doté d'un service. C'est une mission très opérationnelle. C'est comme ça qu'a été construit le secrétariat général. En quoi consiste cette mission opérationnelle? Eh bien, c'est mettre les élus en situation de délibérer, de débattre, de prendre des décisions. Pour cela, de quoi ont-ils besoin? Ils ont besoin d'avoir un ordre du jour, ils ont besoin d'avoir un contenu et des rapports. Donc l'ordre du jour n'est pas fabriqué par le secrétariat général, c'est notamment le président du conseil exécutif, qui est en concertation avec la présidente de l'Assemblée, et le président du conseil exécutif, qui, comme on l'a vu lors des exposés précédents, propose et après mettra en œuvre les décisions, va envoyer tous les rapports qui concernent les sujets sur lesquels il souhaite faire délibérer l'Assemblée de Corse. Parfois, Madame la Présidente de l'Assemblée produit elle aussi des rapports, assortis aussi de projets de délibération. Parfois aussi, des commissions peuvent le proposer. Tout ceci, bien entendu, doit pouvoir être absorbé par les élus. Donc il y a un délai minimal, au titre du droit à l'information des élus. On ne peut pas vous donner les rapports, tous les rapports au dernier moment. Certains arriveront parce que c'est la vie d'une institution et c'est la vie d'une société, mais l'ordre du jour, dans sa grande majorité, doit pouvoir être transmis en amont, c'est-à-dire 12 jours avant la réunion de l'Assemblée, et 15 jours avant, il est arrivé du président de l'exécutif à la présidente de l'Assemblée qui va procéder à la répartition des rapports entre les commissions organiques. Donc l'élu va disposer de ce fait de rapports, de dates de réunion. Le secrétaire général va organiser aussi la tenue de la réunion, c'est-à-dire en session, eh bien, il faudra qu'il y ait tout un système technique de micros, de caméras. Il faudra qu'il y ait des huissiers pour réglementer les accès, parce que les élus ne peuvent délibérer qu'ils sont seuls dans la salle pour être à l'écart de toute autre forme de pression. Et puis il y aura également une prise en compte, on va dire, des aspects juridiques, réglementaires, pour aider à regarder comment ça se passe, les votes. Et on sait que souvent, dans les majorités, quand il y avait des majorités relatives à l'Assemblée de Corse, ça avait beaucoup d'importance. Vérifier les pouvoirs, de manière à savoir si on a atteint le quorum ou pas. Tout ça, c'est pour aider la présidente et les secrétaires de séance à le faire. Et puis, il y a également des extensions plus propres, on va dire, à l'Assemblée de Corse, la régie audiovisuelle et les sténotypistes. Parce que les citoyens, une fois qu'ils ont voté, ils ont le droit de savoir pourquoi les élus prennent des positions et puis comment ils arrivent à prendre des décisions. Et tout ceci fait que vous avez des comptes rendus in extenso des débats qui vont être pris par la sténotypie, qui vont être tenus, archivés, qui auront valeur légale. Vous avez des synthèses des procès-verbaux aussi, pour faciliter quand même un peu l'information des gens sur des dossiers. Vous avez une rediffusion des séances, parfois sur Viastel, pour les séances les plus importantes, mais toujours sur le site internet de l'Assemblée. Et puis vous avez également des tribunes pour les invités et le public, parce que les séances sont publiques. C'est d'ailleurs une des conditions fondamentales de leur légalité. Tout ceci, vous voyez, ce sont les équipes du secrétariat général qui travaillent. C'est une dimension que vous allez trouver partout, plus étoffée chez nous, plus musclée, parce que l'Assemblée de Corse a, vous l'avez vu,
un rythme de réunion et un volume de compétences plus important qu'ailleurs. Deuxième strate qui s'est développée après les années 90, et c'était d'ailleurs un président d'Assemblée qui était parlementaire qui l'a proposé, c'est quelque chose d'un peu plus fonctionnel, c'est d'aider les commissions et de créer des postes, des équipes de commission, des fonctionnaires donc, qui vont travailler avec les commissions sur le modèle des administrateurs de l'Assemblée nationale et du Sénat à Paris. Pourquoi? Parce que les rapports arrivent, bon, on peut sortir du schéma, je suis dans l'opposition, je vote tout contre, et je suis dans la majorité, je vote pour. Il faut aider les élus aussi à rapporter toujours les rapports, parfois à les synthétiser, mais aussi à les rapporter dans un contexte, dans une continuité justement, qu'on rappelait tout à l'heure. Et puis il faut également aider, quand vous avez des commissions thématiques, les élus à programmer, à construire des programmes d'audition, à discuter avec, à voir un peu quelles sont leurs volontés, et les traduire après en organisation technique. Étant précisé bien entendu que seuls les élus représentants du peuple ont la légitimité pour prendre les décisions, les agents sont là pour les mettre en œuvre, se concerter éventuellement et tout. Tenir également des synthèses des commissions, préparer après, construire des projets, des canevas de rapports et d'avis qui seront après élaborés par les présidents et les rapporteurs de commission. C'est une fonction qui est assez peu pratiquée sans doute ailleurs, qui a aussi cette difficulté dans le schéma actuel, c'est imaginer à l'Assemblée nationale si demain les administrateurs de la Commission des finances ne sont plus des fonctionnaires de l'Assemblée nationale, mais sont détachés par le ministère de l'économie et des finances. Ils ne seraient pas dans la même situation. Là, on est dans cette situation encore un peu intermédiaire. Jusqu'à présent, ça s'est toujours bien passé parce qu'il y a toujours parfaite identité entre la majorité au Parlement, on va dire à l'Assemblée et à l'exécutif, mais le cas pourrait être un peu différent et ça fait partie de ces aspects hybrides qu'a le statut de la Corse actuellement. Vous avez une troisième strate, on va peut-être aller après un peu plus vite pour essayer de tenir les temps de parole. Troisième strate, ça va être tous les aspects techniques. Il y a une place de plus en plus importante dans la dématérialisation. On ne transmet plus des grands volumes de rapports papier par la poste, tout se fait maintenant par jeu électronique, les élus sont équipés pour cela, pour les recevoir. Et puis beaucoup de réunions aussi, peut-être même dès avant la crise sanitaire, se tiennent avec des procédés technologiques, des visioconférences, des téléprésences, et puis aujourd'hui une partie des réunions avec des participations à distance. Alors c'est à la fois pour des contraintes sanitaires, mais quand on prend la géographie de la Corse, parfois on va demander aux élus de se prendre 5 heures de voiture aller-retour pour 2 heures de réunion. C'est assez compliqué, donc c'est un outil quand même pragmatique, et donc ça suppose aussi au niveau du secrétariat général une assistance technique et une capacité à gérer et à dépatouiller un certain nombre de questionnements in situ, on va dire, sans avoir besoin de décrocher le téléphone et d'avoir les collègues qui viennent de l'exécutif. Quatrième strate, après le service opérationnel, la fonction centrale, l'appui aux commissions et l'aspect technique, ça va être aussi les conditions d'exercice du mandat d'élu. Et là, il y a un renouvellement, vous avez une diversification des profils de l'élu qui s'est établi au fil du temps. On est sorti du modèle des grands élus qui cumulaient des tas de mandats et puis qui avaient fait vraiment une professionnalisation de la vie politique et qui donc avaient à leur disposition tout un tas de ressources, pas forcément dans la collectivité régionale, hein, par exemple. Là, on est sur un nouveau type de profil d'élu. La loi sur la parité aussi a contribué à renouveler beaucoup les choses. Et du coup, se posent de nouvelles questions, sont apparues de nouvelles questions, des questions par exemple liées à la formation des élus, parce que plus la complexité technique augmente, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des élus experts, c'est des représentants du peuple, mais ils ont besoin eux-mêmes quand même de se confronter à la technique des dossiers pour pouvoir prendre leurs décisions en bonne intelligence. Donc la formation des élus, toutes les questions aussi liées à l'exercice du mandat d'élu, hein, donc le respect en effet des obligations de leurs employeurs et tout, la gestion des déplacements, des remboursements, tout ça. Et puis vous avez également, ça c'est apparu et ça prend de plus en plus d'importance, la prévention des conflits d'intérêts pour aider aussi les élus à se positionner en disant, bon moi attention, j'ai telle situation dans ma vie privée, tout ça et autres, mon conjoint ou mes enfants et autres, est-ce que je peux participer aux décisions sans me faire reprocher après d'avoir fait des mélanges des genres et tout. Ça c'est donc cette strate du conflit d'intérêts, de l'assistance au mandat et de la formation. Avant-dernière strate, je vous rassure, tout ce qui concerne les prolongements de la modernisation institutionnelle. L'Assemblée s'ouvre. Elle s'ouvre vers la société. Déjà en elle-même, elle va s'ouvrir vers davantage de transparence. Une questure a été créée qui accorde aux groupes parlementaires et notamment à ceux de l'opposition un droit de regard sur l'emploi des moyens propres à l'Assemblée de Corse et aux groupes politiques qui la composent. Vous avez également une commission de déontologie qui va aider les élus à s'orienter
en matière de respect de la déontologie, des nouvelles obligations légales et de la prévention des conflits d'intérêts. Et puis vous avez, là vous sortez des murs de l'Assemblée de Corse, hein, vous les élargissez, vous intégrez la jeunesse, l'Assemblée di Adiuventu. D'autres que moi ici pourraient très bien en parler puisqu'ils ont siégé. C'est un moyen très innovant, hein, qui n'a pas d'équivalent en Europe, en tout cas avec cette puissance actuelle qui est celle de l'Assemblée di Adiuventu en Corse. C'est le moyen d'associer les jeunes de 16 à 29 ans à la prise de décision, au processus de décision et de réflexion. Les jeunes sont issus de 4 collèges, hein, représentants des étudiants, représentants des lycéens, représentants des salariés et candidatures libres. L'Assemblée di Adiuventu est présidée par la présidente de l'Assemblée de Corse, et donc là aussi, le secrétariat général fournit quelques moyens. Vous avez également, Norbert en a parlé, le comité d'évaluation des politiques publiques, qui a volontairement changé sa composition pour s'ouvrir davantage au monde associatif, aux collectifs citoyens et aux représentants des citoyens tirés au sort. Là aussi, moyens fournis par le secrétariat général, en partie en tout cas. Il y a aussi l'exécutif qui doit le faire au titre de l'évaluation professionnelle, même si la présidente du comité d'évaluation n'est pas dans l'Assemblée de Corse. Donc voilà un petit peu aussi cette Assemblée, on va dire, qui sort de sa fonction historique, principale, toujours centrale, hein, débattre des grands sujets et produire des biens et services pour la population, et puis qui s'efforce aussi de rechercher d'autres modes d'association et d'implication des citoyens. Donc voilà, écoutez, en quelques mots un peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. Oui, 6e strate, j'allais l'oublier, pardon, c'est aussi toute la communication et la valorisation du travail, parce que plus on fait de choses, moins on sait ce qu'on fait à l'extérieur. Et donc, notamment, toute l'activité de commission, elle est souvent ignorée du grand public, qui va un peu se passionner de temps en temps quand les débats font quelques étincelles en session, mais qui va ignorer, la plupart du temps, tout le travail de fond qui est fait en commission et qui mobilise beaucoup les élus. Et dans ce cas-là, donc, il y a aussi une activité de communication, à la fois pour valoriser le travail, ça c'est de l'Assemblée vers l'extérieur, mais également de l'extérieur vers l'Assemblée, c'est pour accueillir tout un tas de publics, de visiteurs, notamment scolaires, pour les aider à se former et à découvrir l'institution. Ce que je pourrais vous dire en quelques mots de conclusion, vous aurez compris qu'il y a quand même un décalage, hein, en effet, entre la masse des obligations créées pour les élus et le peu de moyens dont ils disposent. Les élus nous disaient, vous savez, nous, quelles que soient les mandatures, mais je pense que c'est encore plus vrai sous celle-ci, nous, une fois qu'on doit participer aux sessions, aux commissions, à toutes les désignations dans lesquelles on représente l'Assemblée, notamment les conseils d'administration, des agences et offices, tout ça, etc. Une fois qu'on doit lire tous les ordres du jour, on doit faire quand même un peu de militantisme et de politique, on doit être à l'écoute des citoyens. Comment on s'organise? Voilà, nos journées, donc 24 heures. Et c'est une réalité. Et donc, à un moment, une des questions posées, ça va être celle-ci. Si vous voulez faire fonctionner une assemblée, il faut aussi lui donner les moyens de fonctionnement. Et donc, ça passe par les 2 catégories d'acteurs, mais vous ne pouvez pas avoir non plus une technocratisation en créant un super service des assemblées et laisser les élus dans la situation un peu de précarité statutaire dans laquelle ils sont. Donc, il faut agir aujourd'hui, certainement renforcer le statut de l'élu, donner aussi quelques moyens supplémentaires peut-être à l'administration, en tout cas quelques marges d'autonomie et tout. Et puis après, pour conclure dans ces 2 acteurs, je dirais qu'au niveau des agents du secrétariat général, c'est toujours très intéressant parce que quel que soit l'endroit dans lequel vous allez travailler dans une collectivité territoriale, vous préparez, vous mettez en œuvre les décisions des élus. Alors savoir comment à un moment les élus fonctionnent, quels sont leurs ingrédients, qu'est-ce qui s'y passe, tout ça, etc., c'est toujours très intéressant. Pour les élus, le système parlementaire et une assemblée démocratique, aujourd'hui, ça peut être assez décrié, mais si on réfléchit, c'est là qu'on exprime les grandes préoccupations de la population, c'est là qu'on fait émerger les points de blocage, c'est là qu'on va essayer de trouver des solutions, de créer des consensus, et puis c'est là aussi qu'on administre un territoire. Et si on regarde, aussi bien dans l'histoire en France que chez nos voisins, la Troisième République, avec un régime très parlementaire, a mené de front la guerre de 14-18 et l'a remportée. La Quatrième République a redressé un pays qui était sorti ruiné. Chez nos voisins allemands, la République fédérale, qui est également très parlementaire, a fait d'un pays qui était sorti ruiné, coupable de la guerre, la première puissance européenne. Chez nos voisins italiens, pareil, l'Italie s'est considérablement développée sous un régime parlementaire. Et si on ose un peu le trait, l'Assemblée de Corse, depuis qu'elle existe, regardez toute la situation de la Corse, à la fois dans les réalisations du Conseil exécutif qu'a exposé Norbert, mais également dans la pacification d'un certain nombre de sujets qui au départ étaient de vrais points de blocage, des sujets très conflictuels. Et bien aujourd'hui tout ça, c'est aussi grâce à l'énergie des élus, à ce mode de fonctionnement de l'Assemblée de Corse. Et pour ça, je terminerai aussi en indiquant que c'est un peu l'honneur de toutes ces mandatures
et de toutes ces sensibilités politiques confondues, des élus, d'avoir contribué à cette situation. Je vous en remercie. Il faut que ça chauffe, donc on va se réchauffer d'abord avec quelques mots évidemment. Grand merci à Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse d'avoir lancé cette invitation à laquelle je me suis empressé de répondre. Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, merci à l'avance. Généralement, quand on aborde les moyens financiers, il n'y a plus personne dans la salle. Même les étudiants s'en vont, c'est normal. Mais là, on sent qu'il y a une attente et je vais essayer de ne pas la décevoir. Alors, mes illustres prédécesseurs, qui connaissent très bien l'institution, ont mis l'accent sur un certain nombre de points. Il y a évidemment un aspect historique indéniable dans l'institution. On fête les 40 ans, mais bon, il y a un peu plus que 40 ans. Je crois que cette institution, elle est née parce qu'il y a eu des mobilisations qui étaient même bien antérieures et elles sont le fruit de toute une démarche qu'on va essayer de traduire et qui ont eu des traductions aussi au niveau financier. Donc moi, je vous convie à une sorte de flashback un petit peu dans le temps. Pour cela, j'ai fait un PowerPoint pour essayer d'être un peu plus vivant parce que les finances, c'est vrai que c'est un peu rébarbatif. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, ce tour d'horizon, d'abord par des propos introductifs. Alors, bien entendu, ici, il ne s'agit pas de stigmatiser des gestions, quelles qu'elles soient, ce n'est pas le sujet. Il s'agit d'une commémoration. Donc la commémoration, ça veut dire qu'on va essayer de remonter un petit peu le temps et de savoir quelles sont les grandes étapes qui ont contribué à l'acquisition des moyens financiers. Ça n'a pas toujours été facile, mes prédécesseurs l'ont dit, mais ça n'en est que plus beau parce que il y a, au fur et à mesure de l'avancée des statuts, on a confirmé, on a validé à chaque fois des moyens pour la Corse. Et sincèrement, aujourd'hui, je ne crois pas qu'on puisse les remettre en cause. Mais les temps sont surtout incertains et on entend dire de temps en temps que à quoi sert la dotation de continuité territoriale, à quoi servirait ceci ou cela. Je crois que là-dessus, l'histoire a ancré un certain nombre de moyens et au contraire, on va essayer de les conforter. Et vous allez voir d'ailleurs que j'ai... Madame la Présidente le disait tout à l'heure, j'ai contribué, bon, j'étais pas élu, moi je suis universitaire, j'ai un état d'esprit évidemment qui est porté sur la connaissance, mais j'ai suivi des chemins un peu de travers parfois qui m'ont amené sur un terrain politique. Je ne suis pas un politique, mais c'est vrai que parfois on est obligé d'être sur un terrain parce que la technicité vous y amène. On y a été sollicité et les moyens financiers de l'Assemblée, de la collectivité, ça a toujours été aussi quelque part notre préoccupation. Et puis à la fin du propos, nous allons essayer de, je ne dis pas de proposer des conseils, non, mais ce sont plutôt quelques suggestions, parce que je prendrai des exemples vivants que j'ai vécu un peu en coulisses. Et donc ça sert aussi à éclairer.
Alors, les moyens financiers, tout d'abord, de la collectivité, vous savez, ils sont déjà antérieurs au statut eux-mêmes, au statut particulier eux-mêmes. Et vous savez, vous ne l'ignorez pas, encore s'il y a une spécificité fiscale qui est antérieure à la spécificité institutionnelle. On parlait déjà au début, à la fin des années 50, en 1959, on parlait déjà du statut fiscal de la Corse. Les élus étaient dans la rue, il y avait des journées îles mortes dans les années, début des années 60. Et progressivement, cette idée a entraîné des débats au Parlement, des débats très enflammés. Et progressivement, de ces débats sont nées des mesures spécifiques, certaines existent encore aujourd'hui, et dans la foulée de ces idées, de ces mesures spécifiques, il y a eu aussi des moyens qui ont été consentis. Le point de départ, c'est 1968, un compte d'affectation spéciale du Trésor. Alors ça ne vous parle peut-être pas trop, mais c'est quelque chose de spécifique au sein de la loi de finances, de l'État, bien sûr. Mais il était destiné à recueillir des recettes fiscales non consenties aux collectivités de droit commun, puisqu'à l'époque, les collectivités ne bénéficiaient pas de ces recettes fiscales. Et puis, pardon, mais collectivité, c'était déjà un mot un petit peu savant à l'époque, parce que nous étions à l'époque, certains l'ont connu dans la salle, de l'établissement public régional que j'ai connu, qui était à la Villa Pietri. Et cet établissement public régional, c'est l'embryon de la région, qui lui-même vient d'une histoire un peu ancienne avec les circonscriptions administratives régionales de l'État, enfin tout ça remonte aux années 50. Eh bien, on avait créé ce FEC, et qu'est-ce qu'on avait mis dedans? On avait mis deux transferts très importants en matière fiscale, c'est les droits sur les tabacs et le produit des vignettes. Alors attention, ça évoque des souvenirs parce que derrière, il y a énormément d'enjeux, enfin de luttes. La vignette automobile, vous savez, dans les années 68, c'était un sujet explosif en Corse, parce qu'on ne voulait pas la payer, non pas parce que les Corses ne veulent pas payer, c'est pas ça. Ils veulent payer, mais lorsqu'ils pensent que ce qu'on leur demande est juste. Or, en réalité, il y avait un ancien texte, vous en avez sans doute entendu parler, le décret impérial du 24 avril 1811. Tout au long des années 60, ce texte a donné lieu à des débats, pas seulement au Parlement, mais aussi devant le juge. Et on était arrivé à des positions assez contradictoires entre d'un côté le Conseil d'État et de l'autre la Cour de cassation, à savoir que les impôts indirects n'étaient pas si établis en Corse que cela. Eh bien, pour essayer de désamorcer, parce que les problèmes de la Corse, il faut toujours les désamorcer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On avait créé un fonds d'expansion économique de la Corse, c'est très beau comme nom, et on avait mis le produit à l'intérieur en disant aux Corses, maintenant, finalement, vous avez intérêt plutôt à les payer puisque ça retourne chez vous. Donc, voilà. Donc ça, c'est l'embryon, si vous voulez, qu'on retrouve encore aujourd'hui, et on verra qu'ils ont constitué d'ailleurs des sommes très importantes au sein du budget. Ensuite, elles ont été pérennisées, hein, bien sûr, ces transferts, ces recettes ont été pérennisées dans les budgets des collectivités subséquentes. Et par la suite, et ceci est très important, parce que là, il y a un socle vraiment historique, toutes les recettes d'ordre fiscal qui se sont rajoutées par la suite, eh bien, étaient toujours par référence à une tradition, si j'ose dire, historique. Et on va le voir. Donc la création du fonds d'expansion économique de la Corse, je passe rapidement, mais c'est l'article 84 de la loi de finances pour 1968. Article qui définit dans son... Enfin, loi, pardon, qui définit dans son article 20 le fameux régime fiscal de la Corse. À l'époque, on l'appelait comme ça, c'est-à-dire des dispositions particulières qui avaient été consenties, évidemment, à la Corse, et qui étaient évidemment des spécificités. Et c'est à partir de là que s'est noué par la suite le débat sur le statut fiscal de la Corse. On va y revenir parce que c'est toujours une éternelle actualité. Tous ces éléments, je les ai retrouvés évidemment dans les archives. Ils seront évidemment à l'appui des contributions écrites. Donc vous aviez aussi le décret qui à l'époque avait fixé les modalités de fonctionnement du FEC. On y associait l'État, les élus, etc. Et
Alors, ce qui était intéressant, c'est que l'argent qui avait été collecté, et vous allez voir qu'il est très important, voilà, je me suis amusé à retrouver le budget de l'époque, c'était en 1981. Nous sommes à la veille du premier statut particulier de la région de Corse, parce qu'à l'époque, on n'était pas encore en collectivité particulière. Et vous voyez, le budget, ça s'élevait en recettes et en dépenses à 168 millions de francs. Hein. Là, on n'est pas en euros, dont 147 millions pour les recettes d'investissement. Et il n'y avait que 17 millions pour les recettes fiscales ordinaires. Eh bien, quand vous regardez ce que représentait dans le compte administratif 81, que j'ai retrouvé, mais ça j'ai des archives de l'époque, parce que jeune étudiant, je collectionnais déjà ces éléments. On indiquait que les montants de crédit à l'EPR au titre du FEC étaient de 50 millions de francs. Donc c'est quand même pas innocent. Soit en fait plus du tiers des recettes d'investissement. Donc ce qui était quand même énorme. Alors j'ai repris, parce que c'était à l'appui de l'exposé par le préfet à l'époque du compte administratif, j'ai repris les tableaux, il y a 12 pages, mais on va les passer rapidement, ne vous inquiétez pas. Mais je les verse comme témoignage parce que vous savez que le FEC avait été un peu décrié. Alors le procédé, évidemment, il faut considérer que c'est très positif. Mais c'était décrié parce qu'à l'époque, cet argent servait à quoi? En guise de fonds d'expansion économique de la Corse, en fait, ça servait à financer des dépenses ordinaires. C'était les murs de soutènement, c'était le toit des églises, c'était un certain nombre de choses qui en fait auraient dû être financées par des budgets ordinaires et qui ne pouvaient pas l'être, faute de moyens. Et donc, je verserai ça évidemment à la contribution écrite. Vous retrouvez, vous voyez, parc de stationnement, assainissement, etc. Des opérations très ciblées. Alors il y avait toute une programmation qui était faite et l'argent, vous voyez, pas les Fèches, Ajaccio, par exemple, on retrouvait toute... on a l'impression de regarder un petit peu le programme de travaux d'une collectivité. Et alors, ce qui était un petit peu marrant aussi, je passe assez vite, c'est qu'à la fin, on trouvait même des subventions, voilà, à des associations pour des opérations. Alors, c'était réparation, c'était animation, c'était ce que vous voulez. Bon, la notion d'expansion économique de la Corse à l'époque, elle se limitait quand même à finalement du financement ordinaire. Mais l'idée d'affecter de l'argent public dans un compte spécifique pour développer la Corse, ça c'était une idée qu'on retrouve encore aujourd'hui et c'était très important. Voilà. Et donc vous voyez la répartition de ces 52 millions. Alors après évidemment on est passé à la région de Corse. En 1982, première région à élire son assemblée. Évidemment, les autres viendront un peu plus tard. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait en 1982? Eh bien, le FEC existant, on l'a versé dans le budget de la région de Corse. Et vous allez voir que ça représentait déjà à l'époque quelque chose de très important. Bien entendu, là, on a commencé évidemment à augmenter, à spécialiser aussi les dotations de l'État, puisque, j'ouvre une parenthèse, pour ceux dont le domaine serait un petit peu, enfin, auquel le domaine serait un peu étranger, il n'y a que deux façons de prendre de l'argent à l'État pour une collectivité. Hein. Il y a soit les dotations, soit la fiscalité. Ou alors, après, vous regardez votre patrimoine, votre domaine, etc. Mais bon, ça, c'est marginal, même si ça peut être important. Donc, déjà, la Corse est entrée dès 1982 dans un transfert de fiscalité qui, on va le voir, est très très important encore aujourd'hui par rapport à d'autres régions. Hein. Alors, il y avait aussi quelque chose qui était important, c'est qu'à cette époque, on a validé la notion, on l'appelait une subvention, hein, de dotation de continuité territoriale qui est inscrite dans chaque loi de finances. Alors, vous savez que la continuité territoriale, c'est né en 1976, après des événements de 1975, qui était un peu à contre-courant, la dotation, enfin, de ce que réclamait la Corse. Mais bon, peu importe, c'est né à l'époque. Et le premier statut ne verse pas la dotation de suite à la Corse. Non, c'est une convention État
région de Corse qui doit définir, etc. Mais les crédits sont prévus dans la loi de finances et au fur et à mesure, on abonde évidemment les dépenses, puisque ça sert à compenser les obligations de service public. Voilà l'arrêté qui a fixé, c'est un arrêté du 19 octobre 1983, qui a fixé le montant des charges financières afférents aux compétences transférées. Et vous voyez qu'à l'époque, il y a un peu plus de 74 millions qui sont versés au titre des nouvelles compétences à la région de Corse. Alors, malgré le statut particulier, ça c'est souvent une grande constatation, à l'époque, là j'ai retrouvé un document en 1985, on comparait les budgets nationaux, la Corse est quand même toujours au 21e rang. Bon, alors on va dire c'est un peu normal vu le nombre d'habitants. C'est un document que je dois à un ancien président du CES, Yves Loboma, qui s'amusait à traquer évidemment les entourloupes de l'État au niveau des recettes, notamment de la Corse. Alors, j'ai retrouvé aussi au 31 décembre 1982, puisque c'est à ce moment-là qu'on clôt le compte du Fonds d'expansion économique de la Corse, le montant exact de ce qui avait été engagé et qui a été évidemment transféré à la collectivité de Corse. Donc on est passé de la loi de finances au budget de la collectivité. Je me suis amusé aussi à répertorier de 1982 jusqu'à 1990, c'est-à-dire à la veille du statut de la collectivité territoriale de Corse, le montant des recettes fiscales qui étaient perçues par le FEC, soit au titre des droits sur les tabacs, soit de la fameuse vignette automobile. Et donc vous voyez que ça représente quand même des sommes considérables pour l'époque. On arrive quand même sur 9 ans à 722 millions de francs. C'est quand même assez conséquent pour la région. Justement, la structure des ressources de la région de Corse était intéressant. J'ai retrouvé là un document de l'époque qui ça a été remis au goût du jour par une commission, la commission des finances du Sénat, lorsqu'il y a eu la discussion sur le statut de la CTC. Et si vous regardez donc le tableau de droite, vignette droit sur les tabacs, si vous faites l'addition, vous avez quasiment 100 millions déjà en guise de recettes. Donc vous voyez que le socle historique qui est né du FEC, a fait des petits, hein, parce que ça, c'est une somme considérable. Si vous regardez l'ensemble des recettes fiscales, c'est quasiment la moitié. Hein, donc, c'est déjà énorme. Voilà, avec les fameuses dotations qu'il y a en dessous, regardez le montant des dotations par rapport à la fiscalité. Déjà, la Corse a déjà, en plus, si vous voulez, une connotation fiscale bien engagée. Bon, la subvention de continuité territoriale, j'ai retrouvé aussi un document dans le rapport de la commission des lois, de la commission des finances du Sénat de l'époque. On voit une évolution. En tout cas, cette dotation, à l'époque, a de plus en plus pris d'importance entre 86 et 90. Tout cela, évidemment... Alors, je peux y rajouter un autre élément. Bon, même si on ne va pas se lancer là-dedans parce que ce serait un travail un peu de bénédictin, on pourrait le faire, mais ça relèverait plutôt d'une recherche. Ce sont les montants qui ont été consentis en dehors du budget proprement dit de la collectivité par l'État au titre, par exemple, de dispositifs comme l'Europe, par exemple, évidemment. Et là, si on fait l'addition entre 89 et 93 des engagements pluriannuels consentis à la Corse, alors que l'État, la CEE, ça a représenté 2614 millions. Bon, on ne peut pas dire quand même que ce sont de petites sommes. Avec les PIM, je me souviens de l'époque des PIM, où l'argent existait, mais il fallait surtout courir après la constitution des dossiers, il fallait faire vite, voilà, parce que sinon, on les perdait. Voilà. Mais alors ça, on va y revenir à la fin, parce que dans les suggestions, j'ai ma petite idée aussi. Alors les moyens financiers de la collectivité territoriale, eh bien à l'époque, évidemment, on a reconfirmé tout cela dans le nouveau statut. On y a ajouté, évidemment,
alors là, par contre, évidemment, la grande nouveauté, hein, je ne vais pas passer trop vite, là, on verse dorénavant la dotation de continuité territoriale à la collectivité territoriale de Corse. C'est elle qui en bénéficie en début d'année, c'est versé, il n'y a plus de convention. Là, c'est l'Assemblée de Corse qui définit les OSP, etc. et compagnie. Donc là, c'était aussi un grand pas en avant. Il y a eu aussi, à cette époque, un transfert qui ne s'est pas avéré très heureux, mais il était un peu dans la même logique que les tabacs et la vignette automobile. C'était les alcools, les droits sur les alcools. Sauf que l'État n'arrêtait pas de dire, publicité à l'appui, que l'alcool est dangereux. Et donc évidemment, plus vous baissez, vous essayez de limiter les consommations et moins les recettes rentrent. Donc c'était une recette un peu aléatoire qui a été un petit peu mise de côté par la suite. Mais on a créé aussi la taxe sur les transports, qui sont dus par les opérateurs, il ne faut pas l'oublier. Celle-là aussi, elle a fait des petits, parce que maintenant, on la retrouve un petit peu dans d'autres collectivités, notamment outre-mer. Mais à l'époque, elle était spécifique. Voilà l'arrêté de transfert des charges, du montant de compensation des charges, etc. Bon, vous voyez que là, on parlait, Norbert Pancrazi le disait tout à l'heure, de l'évolution des montants. Vous voyez bien qu'on est quasiment au milliard. Hein, on est au milliard de francs. Hein, là, ça commence déjà à représenter une forte somme, avec le détail qui sera versé. Ah, j'en viens à un épisode, parce que dès qu'on a voté la loi sur le statut de la collectivité territoriale de Corse, en coulisses, à cette époque, il y a 30 ans, on aurait dû les fêter le 28 novembre dernier, dans la rue, 10 à 15 000 personnes, les élus en tête, l'Assemblée de Corse, le président de l'Assemblée de Corse, le premier qui avait fait voter une délibération à l'époque, ont appelé une grande manifestation que, bon, visiblement, tout le monde a un peu oublié, puisque le 28 novembre dernier, je n'ai rien vu dans le journal. Mais bon, ça, c'est peut-être pour l'histoire. Mais l'enjeu, c'était quoi? C'était un enjeu considérable. On ne fait pas descendre 10 000 personnes dans la rue, surtout à Bastia, toutes tendances confondues. Il y avait quasiment 90% de la représentation. Pour rien. Ils ont bien compris l'intérêt. À l'époque, 92, souvenez-vous, c'est le marché unique européen. Et le problème, c'est que pour préparer ce marché unique européen, certains États avaient réussi à introduire dans les directives européennes, notamment les Grecs, pour leurs îles, et Dieu sait si elles sont nombreuses, avaient réussi à faire prendre en compte des pourcentages de TVA, 30% à l'époque, de moins que pour le continent. On parle de la vie chère. La vie chère, en Corse, on en parlait en 1950, hein, mais on en parle encore en 2022. Et on en parlera encore en 2080. Si on reste sur le schéma actuel, il n'y a aucun problème. On y sera. Nous, on ne sera peut-être pas, mais la question demeurera. Donc, à l'époque, dans la loi, justement, de la collectivité territoriale de Corse, on avait mis une disposition pour réfléchir et relancer la question du statut fiscal. Alors, je m'attarde un petit peu là-dessus, je passerai plus vite après. Le titre « Loi portant statut fiscal de la Corse », alors sincèrement, si aujourd'hui vous voulez faire revoter ça, je pense qu'on n'y arrivera pas. Parce que j'ai vécu ça en coulisses, je le sais, ça m'a valu beaucoup de difficultés. Le Parlement ne voulait pas voter une loi portant statut fiscal. D'abord, le mot statut n'est pas reconnu. On parle du statut de la fonction publique, du statut de tout ce que vous voulez, mais un statut fiscal pour la Corse, alors là, c'était déjà révolutionnaire. Je me souviens m'être accroché avec Pierre Mazot à l'époque à la commission des lois de l'Assemblée nationale, et ce n'est que le ministre de l'Intérieur, puisqu'ils sont souvent sur la brèche, qui était Charles Pasqua, qui l'a imposé. Alors, qu'est-ce que c'était l'idée, là? Ce n'était pas le texte en lui-même, parce que malheureusement, il n'a pas évolué. Mais c'était de dire, bon, dorénavant, on a un texte, on a une loi, on va faire rentrer à l'intérieur tout ce qui nous concerne. Malheureusement, après, les gouvernements passent et on n'a pas réussi à le faire. Enfin, ce qui a été quand même très important à l'époque, c'est qu'on a réussi à faire entrer un prélèvement de 10%, ça n'a pas été facile, du produit de la taxe intérieure de consommation. Alors l'idée c'était quoi? C'était la TIPP de l'époque. C'était
vous nous avez transféré les routes, il va falloir que la collectivité les fasse. Parce que l'État n'avait rien fait sur les routes, c'est clair. Donc il faut les faire. Investissement très coûteux, très long, et évidemment qui allait obérer évidemment les budgets de la collectivité. Je me souviens à l'époque, il y avait M. De Vissoc qui était en charge des routes à la collectivité, et l'idée qu'on avait, c'était d'essayer de créer une recette spécifique pour financer les routes. En plus, la TIPP, ça veut dire quoi? Je vais à la pompe, je paye l'essence cher, mais au moins je sais pourquoi je la paye cher. Parce qu'après, on me fait de belles routes. Donc cette idée-là, c'était déjà de faire entrer la recette justement fiscale, et après d'essayer de créer justement le lien entre les deux. Bon, ça a été un peu compliqué. Alors, ce qui a été compliqué, c'est qu'à l'époque aussi, beaucoup de collectivités qui se réveillaient voulaient la même chose. Par exemple, l'Île-de-France. Donc, on a fait passer ça en disant que c'est pour solder les reliquats des agences et offices, comme ça n'existait pas ailleurs. Il y en a qui ne sont pas allés chercher, mais en fait, ce n'était pas du tout ça. Mais on avait réussi à faire passer... bon, après, il y avait le droit sur la navigation. Bon, ça, c'était un petit peu moins... intéressant. Alors, accord de Matignon, évidemment, là, on remet une couche avec la loi du 22 janvier 2002, qui augmente aussi, qui renforce les moyens financiers de la collectivité. Hein. Donc là, déjà, avec la notion de reliquat dans le